Alors, je suis ravie de vous voir, pour cette nouvelle conférence, donc un nouveau thème. Alors, en attendant que les retardataires, arrivent, enfin retardataires, il est 19h59, enfin vous connaissez ma précision. Donc pour cette, nouvelle conférence dont le thème est donc, «Débloquer pour évoluer», alors la conférence va se passer comme, d'habitude. C'est-à-dire que la conférence va durer, 1 heure et demie. Alors on verra si c'est avec ou sans les questions-réponses. On dépassera peut-être de quelques minutes puisque à la fin de la conférence, je vous laisserai poser des questions si vous le souhaitez, par le biais des petites questions qui sont en bas de la vidéo là. Donc vous aurez la possibilité d'interagir si vous le souhaitez. À l'issue, de la conférence, je ne lirai vos questions que tout à la fin. Voilà, donc cette nouvelle conférence, qui a pour thème «Débloquer pour évoluer» va bien sûr, comme d'habitude, présenter un certain nombre d'outils que j'utilise dans le cadre de mon activité professionnelle puisque je suis thérapeute de l'âme, en région toulousaine, enfin à Toulouse, mais également un peu partout en France et dans le monde par le biais de la visioconférence. Voilà, donc alors il reste encore, un certain nombre de personnes à arriver. Vous avez été super nombreux ce soir à vous inscrire à la conférence. Je suis ravie que vous ayez envie d'utiliser vos soirées, pour pouvoir évoluer. Donc bienvenue à cette conférence «Débloquer pour évoluer». Prendre conscience des pièces du puzzle de notre vie, vous le verrez au cours de la soirée. En fait, l'objectif, de cette conférence est de vous permettre d'avoir des outils hyper pratico-pratiques, que vous allez pouvoir mettre, en place, que vous allez pouvoir, développer enfin, oui, utiliser, dès ce soir. Alors, j'ai souvent tendance à dire à mes patients: «Vous verrez ma tête arriver quelque part au-dessus et vous vous souviendrez de ce que je vous ai expliqué». Vous verrez, ce sont des outils qui sont pratico-pratiques, qui sont en général assez, faciles à retenir parce que, voilà, j'en parle avec, beaucoup d'humour et ce qui peut vous permettre effectivement, de mettre en pratique assez facilement. Quelle heure est-il? Allez, 22h, 20h02, on est parti. Bonsoir à tous. Donc, nous voilà arrivés, dans cette nouvelle conférence, «Débloquer pour évoluer», ou comment, prendre conscience de chacune des pièces du puzzle de notre vie, pour pouvoir nous libérer de ce qui peut éventuellement nous bloquer et évoluer, de façon pratique dans le quotidien. Alors on fait un tout petit zoom, bien sûr ça ne veut pas passer, hop, sur la thérapie d'âme bien sûr. Donc la thérapie d'âme, puisque je suis thérapeute de l'âme, consiste à aller à l'origine des choses pour pouvoir libérer le quotidien. L'objectif de la thérapie d'âme, c'est de prendre des exemples pratiques de ce qui peut bloquer, dans notre quotidien et d'aller en chercher l'origine. Une fois qu'on a trouvé cette origine, on peut, libérer, débloquer cette origine et ça crée un mouvement naturel dans le quotidien, ceci avec des outils concrets et pragmatiques. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est cette énergie vitale qui anime le corps. Alors, bien sûr, on peut parler d'incarnation, on peut parler plein de choses de ce genre-là. On va rester très pragmatique ce soir. Tout ça pour dire qu'un corps ne peut pas fonctionner sans cette énergie vitale et que c'est le fil conducteur de notre évolution et de tous nos apprentissages, toutes nos expériences dans nos vies, dans notre vie. Alors, la thérapie d'âme, elle se veut directe à la problématique. Vous verrez, je vous expliquerai comment on fait, concrètement parlant. L'objectif étant de partir d'exemples concrets dans le quotidien et non pas de choses voilà, très générales. L'objectif de cette thérapie, c'est de devenir autonome rapidement tout seul, d'utiliser des outils concrets et pratico-pratiques. Et vous verrez que pendant toute cette conférence, je vais vous partager un certain nombre d'outils. Alors, je ne sais plus, je les ai comptés, je crois qu'il y en a 20. L'objectif de cette thérapie est également d'être courte. Mon objectif en tant que thérapeute, c'est de faire en sorte que très rapidement,
vous puissiez vous débrouiller tout seul. Donc ces outils sont là également pour ça, pour vous permettre de pratiquer seul. Pourquoi une durée courte? Parce que je ne veux pas être ou créer de la dépendance vis-à-vis des patients. Je veux qu'ils puissent rester autonomes et indépendants. Je ne veux pas prendre le pouvoir. Et donc, je fais en fonction aussi de la résistance du patient. Bien sûr, hein, quand les gens me disent combien de temps va durer ou combien de séances il faudrait pour, ben ça c'est l'histoire d'une vie. Hein. Ça dépendra de la résistance de chacun. Il y a des périodes où on est plus ou moins résistant à changer. Plus on va avoir envie que les choses bougent et plus ça va être possible en fait. Et je me sers bien sûr de mes capacités extrasensorielles, de mes dons, pour pouvoir animer ces séances, ces consultations de thérapie d'âme. Alors, les mots-clés pour tous ces outils, ce sont les blocages. Alors, par blocage, j'entends ce qui arrête l'évolution de l'expérience et ce qui force à un moment donné à s'asseoir dans sa vie, à s'arrêter, à se poser pour y voir plus clair sur ce qu'on a besoin de comprendre et ce qu'on a besoin peut-être d'intégrer comme expérience dans ce qu'on vit sur le moment. Ça, c'est le premier mot-clé. Le deuxième mot-clé, traumatisme. Alors attention, j'ai de longs débats sur le sujet. Les traumatismes, pour moi, c'est ce qui à un moment donné dans notre vie nous a percutés, petit ou gros, peu importe, que ce soit une toute petite chose ou une grosse chose. Alors bien sûr, ça peut être un accident, un décès, ça peut être quelque chose de vraiment grave, comme ça peut être une parole entendue enfant régulièrement, qui a pu laisser à un moment donné une empreinte. Et c'est ça que j'appelle un traumatisme. C'est quelque chose qui à un moment donné nous percute et qui laisse une empreinte en nous. Alors ça peut être une expérience, ça peut être une situation, ça peut être une anecdote, mais ça peut être également, comme je vous l'ai dit, une parole qu'on a entendue enfant régulièrement et qui a laissé une empreinte chez soi. Alors vous allez me dire, c'est quoi une empreinte? Ben, c'est très simple. Hein. Posez-vous la question, dans votre enfance, dans votre vie, qu'est-ce qui vous a percuté et dont vous vous souvenez encore aujourd'hui? Alors, souvent, quand les gens me disent bah, « je sais pas », pensez à ces anecdotes que vous pouvez régulièrement raconter ou mentionner lorsque vous parlez de quelque chose de pas agréable ou qui vous a un peu embêté. On a toujours des petites anecdotes, des petits événements, des petites situations de sa vie qu'on a tendance à rappeler et à re-raconter très régulièrement. Ça peut être un traumatisme. Deuxième mot-clé. Le troisième mot-clé, ce que moi j'appelle les cycles répétitifs. Ce sont ces trucs qui se répètent non-stop dans notre vie sans qu'on puisse soit les comprendre, soit les arrêter. Alors, de deux choses l'une. Soit ces choses se répètent de façon inconsciente. Et en fait, on subit pleinement le cycle répétitif. Soit on en est conscient, on voit que ça se répète, mais on n'arrive pas forcément à s'en sortir. Voilà, il peut y avoir ces deux possibilités. Soit on n'en est pas conscient et on subit. Vous savez, alors souvent je donne cette image on est sur le bord de la mer, sur la plage, et puis il y a ces vagues successives qui viennent nous déstabiliser. On est obligé à chaque fois de se remettre un peu, de se restabiliser. Eh bien, c'est ça, le cycle répétitif inconscient, c'est ces espèces de vagues qu'on se prend, qui nous bougent dans notre quotidien, mais on n'a pas forcément conscience que ces vagues sont successives et qu'elles nous font bouger. Là où après on peut en être conscient, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se répète, on l'identifie, on se dit, mais bon sang, c'est la 3e ou 4e fois que ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi faire pour arrêter ça, et ça, c'est un autre type de cycle répétitif. Et puis enfin, il y a le 4e mot-clé, qui est le mot abus. Alors là, encore une fois, c'est un peu comme traumatisme. Je vais vous donner une définition, ma définition. Pour moi, l'abus, c'est le dépassement d'une frontière, c'est le dépassement d'une ligne personnelle qu'on a chacun selon sa propre carte du monde, selon sa propre histoire, selon sa propre sensibilité, selon sa propre perception. En tout cas, clairement, l'abus, c'est lorsque cette ligne-là, elle est franchie. Alors encore une fois, ça peut être quelque chose de
petits, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus important, ce que moi j'appelle des abus majeurs ou mineurs. Ça peut être physique ou moral, ou psychique, enfin peu importe. En l'occurrence, dès qu'il y a un dépassement d'une frontière ou d'une limite, eh bien je peux considérer qu'on parle d'abus. Voilà, donc ça c'était pour vous poser un peu le cadre de cette soirée et pour pouvoir savoir de quoi on parle ensemble ce soir lors de cette conférence. Alors, je vous fais juste très brièvement, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, c'est fabuleux. Mon parcours, donc j'ai eu alors, plusieurs vies, on va dire, une première vie en tant que salariée dans un grand groupe. Et puis, j'ai ensuite décidé de me lancer en tant que chef d'entreprise en créant une société que j'ai eue pendant 11 ans, alors que je dis dans le domaine de la finance. Pour ceux qui seront là et qui connaissent, c'est à peu près ça. Et puis, dans le même temps, en fait, lorsque j'ai créé cette société, j'ai eu un accident de vie. Quelques mois après avoir enregistré mon cabis pour la création de mon entreprise. Et cet accident de vie a été pour moi le début d'une seconde vie qui a débuté avec notamment voilà, bon, pour être très clair, cet accident de vie m'a fait basculer. Je pensais être dans une vie épanouie. Je pensais, alors pas forcément être heureuse, mais en tout cas ne pas être malheureuse. J'avais tout ce qu'il me fallait pour, en tout cas, afficher des critères de vie heureuse avec voilà, un mari, 2 enfants, une belle maison, une vie sociale, des voyages, des amis, une famille. Et pour autant, maintenant, rétrospectivement parlant, je savais que je n'étais pas heureuse, ou en tout cas, je ne savais pas dire que j'étais heureuse, je savais dire que je n'étais pas malheureuse. Et puis, lorsque cet accident de vie est arrivé, si on peut donner cette image que j'ai souvent utilisée, j'ai perdu le pilotage automatique de mon avion et mon avion a chuté au point où, par 2 fois, j'ai voulu partir, tout arrêter en me disant que voilà, c'était trop difficile, c'était trop dur et que je n'arriverais pas à m'en relever. Je donne aussi cette autre image de tomber au fond de la piscine. J'avais vraiment, vraiment l'impression de me noyer à ce moment-là. Et en arrivant à un stade que je considère être le fond de la piscine, j'avais le choix entre 2 options. Soit j'ouvrais la bouche et j'y restais, soit je donnais un coup de pied au fond de la piscine pour remonter. Et j'ai décidé à ce moment-là de reprendre une thérapie, ou en tout cas de chercher des solutions pour pouvoir m'en sortir. Alors, j'étais beaucoup, beaucoup dans le pourquoi. On en rediscutera peut-être un petit peu plus tard pour vous expliquer que c'est pas finalement ça le plus important du pourquoi, mais c'est surtout j'ai cherché des outils pour comment je peux faire aujourd'hui pour m'en sortir. Et là, j'ai débuté une longue recherche, un long voyage pour moi, dans un premier temps, pour m'en sortir, pour comprendre ce qui m'était arrivé, pour pouvoir me sortir de ce cercle infernal, cette spirale infernale vers le bas. Et j'ai voyagé un peu partout dans le monde à la recherche d'outils pratico-pratiques, pragmatiques, qui pourraient me permettre de ressortir de tout ça. Alors bien sûr, ma quête a duré un certain nombre d'années, presque 10 ans, pendant lesquelles j'ai constitué une forme de bibliothèque virtuelle d'outils dont je vais vous partager un certain nombre ce soir. Et j'ai également, lors de cet accident, recontacté ces capacités extrasensorielles, alors que je vous ai expliqué ici, qui sont à la fois la clairvoyance, donc le fait d'avoir des flashs visuels, d'avoir de la clairaudience avec des messages audio, de la clairsentience, le fait de sentir les choses, ou de la clairconnaissance, le fait de savoir certaines informations qui aujourd'hui m'aident, alors à la fois dans ma vie à moi, mais également dans mon accompagnement au quotidien auprès de mes patients. Ça, c'est fait. Maintenant, on commence. Véritablement le sujet, qu'est-ce qui aujourd'hui peut m'empêcher dans mon quotidien ? Lorsque on est en difficulté, lorsqu'on est bloqué et que on a le sentiment que plus rien n'avance, ou en tout cas de ne pas pouvoir trouver de solution pour se sortir de là où on est, souvent les personnes viennent me voir dans mon cabinet en me disant
j'y arrive plus. Voilà, j'ai essayé plein de choses, j'ai lu plein de livres, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai écouté beaucoup de conférences et j'y arrive pas pour autant. Ça n'avance pas, je suis coincée, je sais pas quoi faire. Je suis comme à la contrée de deux chemins et je ne sais pas comment faire. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous empêcher. Alors, vous allez voir que c'est pas forcément ce à quoi vous pensiez. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans ce qui m'empêche aujourd'hui, dans mon quotidien, je voudrais vous expliquer 3 grandes notions qui, pour moi, sont juste essentielles à comprendre, ce qui peut nous empêcher, à un moment donné, de pouvoir avancer. La première notion, c'est celle du sac à dos. Alors, quand on arrive, quand on naît, on a nos parents, notre famille, en premier lieu nos parents, nous livrent sur cette terre avec un petit sac à dos. Alors, vous verrez, hein, mes outils sont très pratico-pratiques et très imagés. Nos parents nous livrent avec un petit sac à dos. Dans ce petit sac à dos, nos parents y déposent, alors consciemment et inconsciemment bien sûr, leur histoire familiale, avec la lignée maternelle et paternelle, leurs attentes, leurs projections, leurs croyances, à la fois dans la vie en général et également sur l'arrivée de ce nouvel enfant. Puis dans ce sac à dos, au fil du temps et au fil du fait qu'on grandisse, d'autres personnes peuvent déposer des choses dans notre sac à dos. Alors il peut y avoir notre famille au sens un peu plus large, la fratrie, et puis la famille au sens plus large, les oncles, les tantes, les cousins, etc. Et puis ensuite, il va y avoir l'éducation nationale, il va y avoir les collègues, les amis, les confrères, les consoeurs, bref. Toutes ces personnes dans notre environnement vont, par le biais d'interactions, de paroles, déposer des choses dans notre sac à dos. Et si nous ne sommes pas conscients de ce que ce sac à dos contient, on peut imaginer que tout ce qui a été déposé nous appartient. Alors, vous êtes d'accord, quand on part en vacances, en randonnée, quand nos parents nous envoient dans un séjour en famille ou dans une colonie de vacances ou un camp, ils nous préparent le sac à dos en fonction de ce dont on a besoin, ou en tout cas de ce qu'ils pensent que nous avons besoin. Si je prends l'exemple d'un petit sac à dos pour un enfant qui part en colonie de vacances, un tout petit, ses parents vont y mettre sa tchouk, son doudou, son petit pull préféré, son petit livre préféré, son goûter préféré. Et parce qu'ils ont mis tout ça dans ce petit sac à dos, les parents pensent que l'enfant va partir, mais de façon vraiment sincère, hein, va partir absolument tranquille. Ce qui est vrai tout au début de la vie, ce qui peut l'être un petit peu moins quand on arrive à un âge un peu plus avancé, et où on peut se rendre compte que finalement ce sac à dos, soit il peut être lourd, soit il peut avoir des choses dedans qui nous gênent. Alors vous savez, c'est comme les sacs à dos, hein, des fois on range mal un truc dans le sac à dos, puis il y a un truc qui nous gêne dans le dos, soit des choses qui carrément ont une odeur nauséabonde et dont on aimerait bien pouvoir se séparer. Souvent, je pose la question aux personnes qui viennent me voir, quand vous me dites ça, alors je vous donne un exemple très concret. Une jeune femme est venue me voir il y a peu de temps en me disant voilà, je ne comprends pas, j'ai l'habitude de faire quelque chose et, et à chaque fois que je le fais, je me dis que ça me pollue en fait. Alors je ne sais plus quel était l'exemple, peu importe, en prenant un exemple très concret. Et donc, par le biais de cet exercice, je l'ai amené à se poser la question, est-ce que ce dont vous me parlez, cette habitude qui est désagréable pour vous aujourd'hui, est-ce que ça vous appartient à vous ou est-ce que c'est dans votre sac à dos? Et je vous invite à vous poser cette question au quotidien. Lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous pensez quelque chose, lorsque vous vous obligez à quelque chose, posez-vous la question, est-ce que c'est votre sac à dos, ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a déposé dans ce sac à dos pendant toutes ces années, et que vous avez gentiment porté parce que vous pensiez que c'était bon pour vous, est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Et apprenez à faire cette différence entre ce qui vous appartient à vous. Vous n'êtes pas le sac à dos que vous portez. On est d'accord, quand on part en randonnée, vous n'êtes pas le sac à dos que vous portez en randonnée. Eh bien, apprenez à faire cette différence entre ce qui vous appartient, ce qui est de l'ordre de vous, votre personne, et ce qui est de l'ordre de ce sac à dos qu'on vous a gentiment préparé au moment de votre naissance, et puis ensuite fourni par toutes sortes de... Voilà. Apprenez à faire cette différence. Première notion. Deuxième notion, la carte du monde. Alors, je vais être très pratico-pratique. La carte du monde, imaginez-vous, alors,
pour les anciens, ça va être facile, pour les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué. Fut un temps, nous avions, lorsque nous partions en vacances en Allemagne ou en Italie, nous avions une carte papier qui était la carte de l'Italie ou de l'Allemagne. Chaque être humain a sa propre carte du monde. Chaque être humain a son propre fonctionnement, ses propres croyances, sa propre façon de faire, d'être, de ressentir les choses. Chacun va avoir un relief différent dans sa carte du monde. Et je vous invite vraiment à prendre conscience de ça pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous pensez que votre collègue ou votre compagne ou votre compagnon va réagir de telle ou telle façon, c'est que vous réfléchissez de la part, sur le terrain de votre propre carte du monde. Or, cette autre personne, aussi fort puissiez-vous l'aimer, n'a pas la même carte du monde que vous. Il n'est pas né dans la même famille, à la même époque, à la même date, il n'a pas eu la même fratrie, la même famille, les mêmes collègues, les mêmes études, les mêmes réflexions des collègues, des amis, etc., qui ont été déposées dans son sac à dos. Prenez ça en considération de grâce. Réfléchissez bien à ça. Lorsque vous pensez, vous considérez qu'un tel ou une telle a mal réagi, vous a mal parlé, n'a pas fait attention à vous, vous a pas pris en considération, bref, pensez à cette notion de carte du monde. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour que vous puissiez y penser et comprendre plus facilement, la carte du monde est très utile lorsque nous sommes à l'intérieur d'une relation qui implique deux personnes. Pourquoi ? Imaginez pour cette notion de carte du monde que lors d'une relation, alors on est d'accord, hein, ça peut être un compagnon, une compagne, un enfant, un collègue, un frère, une sœur, peu importe. Lorsqu'on est en relation, nous ne sommes pas deux, nous sommes trois. Les deux personnes concernées et la relation qui nous relie. C'est comme si, systématiquement, considérez ça à partir de maintenant, tous les jours de votre vie, lorsque vous parlez, vous êtes français, mais l'autre ne l'est pas. Il est soit allemand, soit italien, soit japonais. Et lorsque vous parlez, lorsque vous envoyez le message de votre côté de la relation, l'autre peut le percevoir de façon complètement différente. Assurez-vous qu'il a bien compris ce que vous vouliez dire. Et considérez qu'il n'a pas la même carte du monde que vous. Et ça, en communication interpersonnelle, c'est juste un trésor que de comprendre ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une problématique avec votre compagnon ou votre compagne, que vous n'arrivez pas à faire passer les messages, c'est peut-être vous, de votre point de vue, c'est clair. Quand vous dites ça, eh bien, c'est évident que ça veut dire ça. Oui, mais l'autre ne le perçoit peut-être pas de la même façon parce qu'il n'a pas la même carte du monde, il n'est pas du même pays. Donc, assurez-vous, entre vous, de bien vous comprendre et ne considérez plus que l'autre a la même carte du monde que vous. Autre chose super importante dans ce qui empêche dans le quotidien, c'est le mode automatique. Alors celui-là, je le connais bien, je l'ai vécu pendant longtemps, 38 ans. Le mode automatique, c'est ce fameux truc qu'on enclenche et qui fait que on va faire les choses de façon automatique, tout le temps en fait. Et on ne se pose même pas la question. On ne se pose même pas la question du sac à dos, de la carte du monde et tous ces trucs-là. On fait. Alors, bien sûr, il y a des périodes de vie où c'est plus facile de le dire que de le faire. Il y a des périodes de vie, lorsqu'on est jeune parent et qu'on court partout avec des enfants jeunes, c'est évident que c'est beaucoup plus compliqué de sortir du mode automatique. Cependant, il est quand même possible de le faire. Encore faut-il en avoir conscience. Donc, je vous invite dans votre quotidien à vous poser la question, est-ce que là, je suis en mode automatique ou est-ce que là, je vis vraiment ce que je suis en train de vivre ? Il m'est arrivé un nombre de fois incalculable de faire le trajet maison-travail sans même savoir quel chemin j'avais pu prendre. Alors évidemment, je prenais toujours le même, mode automatique, mais j'étais incapable de me souvenir de quand est-ce que j'étais passée à tel ou tel endroit. Si ça vous parle, voilà. Donc l'idée, c'est de sortir de ce mode automatique et régulièrement de revenir dans ce que vous êtes en train de faire là, tout de suite, maintenant. Pourquoi ça ? Dans le cadre des blocages, sortir du mode automatique est une excellente façon de pouvoir reprendre la main et de pouvoir faire différemment, de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer et de reprendre la main. Qu'est-ce qui peut également m'empêcher dans mon quotidien ? Alors, d'autres outils que je vous livre, j'ai un autre outil que j'appelle lancer des flèches. Lancer des flèches, c'est quoi ? C'est ce fameux triangle de Karpman. Alors peut-être certains le connaissent, qui nous enferme dans des rôles. Alors,
Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 3 types de rôles possibles. Celui qui est victime, qui se plaint, qui subit, qui s'apitoie, celui qui râle, quoi, le bon français. Je suis française, hein, j'assume. Qui va se plaindre systématiquement, en fait, c'est de la faute de l'autre. Quoi qu'il arrive, c'est de la faute de l'autre. Il va y avoir le persécuteur, celui qui dévalorise, qui critique, qui ironise, et le rôle du sauveur. Alors on est d'accord, ce sont des rôles, 3 rôles. Le rôle du sauveur, celui qui veut absolument aider l'autre, qui ne peut pas s'en empêcher, qui intervient alors même qu'on ne lui a rien demandé. Bref, observez-vous et voyez si dans votre quotidien, vous pouvez alterner entre ces 3 rôles, parce qu'il est fort possible que dans une relation ou dans un cadre particulier, vous alterniez en fait entre les 3. Ça arrive très fréquemment. Donc l'idée, c'est, dans le lancer de flèche, c'est que vous vous observiez quand est-ce que, en tant que soit victime, soit en tant que sauveur, soit en tant que persécuteur, quand est-ce que vous remettez la responsabilité de ce qui vous arrive à quelqu'un d'autre. Alors j'appelle ça lancer des flèches, c'est comme si vous lanciez des flèches depuis vous-même vers l'extérieur en vous disant en fait c'est pas de ma faute. Voilà. Ou alors c'est sa faute à lui. Ou alors que ce soit victime, persécuteur ou même sauveur. Je l'aide, mais c'est parce qu'il en a besoin. Voilà, donc ça, j'appelle ça lancer des flèches. Et lancer des flèches, ça vous empêche de prendre votre responsabilité dans ce qui est en train de se jouer. Et tant que vous ne serez pas conscient que vous lancez des flèches, en fait, je fais tout ça, mais c'est pour qu'il m'aime. Je fais tout ça, mais c'est parce qu'il en a besoin. Ou alors, voilà, j'ai pas le choix. Voilà, il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Tant que vous serez dans ce lancer de flèche, ce que moi j'appelle lancer une flèche, c'est-à-dire sortir la responsabilité de ce qui vous arrive, de comment vous réagissez, et le renvoyer vers quelqu'un d'autre, eh bien, vous ne pourrez pas vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes bloqué ou dans laquelle vous êtes empêché en ce moment. Donc c'est une astuce, posez-vous la question, lorsque vous réagissez ou interagissez, est-ce que vous êtes en train de lancer une flèche? Alors lancer une flèche, c'est très simple, c'est une patiente qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'ai des problématiques en ce moment et avec mon conjoint et je ne sais pas comment faire en fait pour me sortir de cette impasse. Enfin, nous ne savons pas comment nous sortir de cette impasse et j'ai envie de trouver des solutions. Très bien. Quels sont vos problèmes avec votre conjoint? Et là, la jeune femme me fait toute une liste de ce que son conjoint ne fait pas, de ce qu'il ne dit pas, de ce qu'il devrait faire, de ce qu'il n'a pas fait, de ce que, etc., etc., etc. Vous voyez bien le lancer de flèche, en fait, plutôt que de prendre la responsabilité de ce qui n'allait pas dans sa relation avec son compagnon, elle était capable de me faire la liste de tout ce que son compagnon ne faisait pas ou n'avait pas fait, mais elle n'était pas en capacité de regarder ce qui la concernait. Et donc, je lui ai fait, alors j'appelle ça faire de la ferronnerie, voilà, c'est une blague, mais bon, de dire, mais ramenez les flèches à vous, en fait. Je vais vous apprendre et je vais vous montrer comment faire. Plutôt que de lancer des flèches vers l'extérieur, ramenez la flèche à vous. Qu'est-ce qui ne convient pas pour vous? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce qui n'est pas OK pour vous? Voilà, et faites-moi la liste de ce que vous aimeriez qui change pour vous et ce que vous pourriez changer. Voilà, et en regardant les choses de son point de vue, elle va pouvoir agir. Alors que en lançant des flèches et en ne regardant que ce qui ne va pas de l'autre côté de la relation, on n'a pas la main en fait, on ne peut pas. Et ça peut être, soyons clairs, quand on est en difficulté, c'est toujours beaucoup plus facile de voir chez l'autre ce qui ne va pas ou ce qui ne nous a pas convenu. Mais en l'occurrence, ok, c'est une étape. Si vous faites ça pour commencer, très bien. Mais prenez conscience qu'à un moment donné, vous ne pourrez faire changer les choses, vous ne pourrez changer les choses que si c'est vous qui changez quelque chose. On ne peut pas agir sur l'autre. Donc, ramenez les flèches à vous et faites ce que moi j'appelle de la ferronnerie, en ramenant les flèches à vous et en se posant des questions et en constatant les choses de votre côté de la relation. Alors, une fois qu'on a parlé du lancer de flèche et du triangle de Karpman, on va parler de la poussière sous le tapis. Et surtout en ce qui concerne les blocages. La plupart du temps, lorsqu'il est difficile de se sortir d'une situation un peu bloquée, on a tendance à imaginer qu'en mettant la poussière sous le tapis, ce que moi j'appelle la poussière sous le tapis, c'est en disant « Non, finalement, c'est pas trop grave, je vais me débrouiller autrement. Voilà, je vais contourner, voilà, j'ai un problème avec ça. C'est pas grave, je m'en occuperai plus tard. » Et en fait, c'est ce que moi j'appelle mettre la poussière sur le tapis, c'est-à-dire que pour que les choses soient belles, on considère qu'en planquant le truc sous le tapis,
Voilà, ça passera pas, ça passera inaperçu, on verra plus rien, et puis on pourra continuer à festoyer tranquillement, puisque le truc en question, il est planqué quelque part. Alors, je vous rappelle juste un petit détail, et vous comprendrez que lorsque je fais ça avec bien sûr beaucoup d'humour et de bienveillance, hein, mais vous comprendrez que de mettre la poussière sous le tapis, alors ça a un effet esthétique immédiat, mais sur le long terme, c'est moyen si vous marchez sur le tapis. Voilà, parce que chaque fois que vous allez poser le pied sur le tapis, il y a un petit peu de poussière qui va sortir sur le côté. Donc, bon, ça, c'est la ménagère qui pourrait vous expliquer ça. Il vaut mieux mettre un bon coup d'aspirateur pour enlever la poussière plutôt que de la planquer sous le tapis. Ce ne sera que temporaire. Voilà, donc c'est un petit brin d'humour, mais qui me permet à un moment donné de vous passer le message. Franchement, si vous pouvez vous faire un cadeau, c'est de faire un vrai nettoyage et de ne pas faire du nettoyage. Alors, ma grand-mère serait là, elle vous dirait que c'est du ménage de feignante qui consiste à planquer la poussière sous le tapis. Le vrai problème, en fait, et c'est ce que j'ai vécu, hein, c'est qu'à mettre la poussière sous le tapis pendant des années, à un moment donné, eh ben, on va taper un peu plus fort que d'habitude en sautant sur le tapis et la poussière va sortir. Et là, c'est clairement désagréable. Clairement désagréable parce que cette poussière, elle est vieille, elle est ancienne et on ne se rendait même pas compte à quel point elle s'était amoncelée sous le tapis. Et là, ça peut être vraiment problématique. Donc, je vous invite à faire la poussière sous les tapis, sous vos tapis, en vous souvenant de ce dont vous avez besoin de vous souvenir pour pouvoir guérir, accueillir, apaiser et pour pouvoir évoluer sereinement. Alors, comment prendre conscience de tout ça? Bien sûr que c'est pas évident, on est d'accord. Là, je vais vous donner des outils, vous allez retenir ceux qui vous conviennent. Vous aurez un replay à la fin, le replay de la conférence, demain et donc vous serez en capacité de revoir tout ça et de vous rappeler, il n'y a que vous, en fait, qui pouvez faire quelque chose. Il n'y a que vous qui pouvez décider, à un moment donné, de vous prendre en main, et de faire quelque chose pour vous. Donc je vous livre ces outils. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, mais de grâce, essayez, testez-le. Et bien sûr qu'il n'y aura pas de changement en claquant des doigts. Enfin, je ne connais pas, en fait. Si je connaissais, franchement, ou si vous connaissez, dites-le moi. On brevette l'astuce et on se fait des millions. Ça n'existe pas. Alors certes, vous allez pouvoir, dès aujourd'hui, dès ce soir, mettre en pratique certains de ces outils en vous posant les bonnes questions et en œuvrant pour vous. Mais il va falloir à un moment donné que, voilà, que ce soit dans la longueur, dans le temps. Enfin bon, je ne vais pas vous le refaire, hein, mais c'est les athlètes, ils ne deviennent pas athlètes de haut niveau comme ça, en claquant des doigts. Ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent, et c'est en s'entraînant que la performance arrive, voilà, que c'est de plus en plus facile et naturel pour eux. Ce sera la même chose pour vous. Donc, ce soir, je vous donne des outils de façon à ce que vous puissiez reprendre la main. Une des astuces, c'est de prendre conscience. Et si vous pouviez ne vous souvenir que d'une seule chose, ce serait celle-ci. Prendre conscience des choses. Alors, dans la première chose à observer, la première chose qui a été pour moi une véritable révélation, c'est d'observer que nous avons tous en nous une part ange et une part diable. Alors, je vous le fais en résumé, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je l'ai appelé là de façon rigolote le diablotin et l'ange. Ça peut être, alors, l'ombre et la lumière, ça peut être voilà, votre côté obscur et votre côté lumineux. Vous les appelez comme vous voulez, peu importe. En tout cas, je vous invite à observer ces deux aspects de vous et à ne surtout pas décider que toute l'ombre, tous les trucs pas cool, les défauts, les réactions que j'ai qui sont vraiment pas sympas, je les mets de côté ou alors je lutte contre. Et s'il y a un truc dont vous pouvez vous souvenir ce soir, ce serait ça. Plus vous allez lutter, plus vous allez résister à un aspect de vous, plus il va persister. Ne vous battez pas. Ça sert à rien en fait, si ce n'est à donner de l'énergie à quelque chose que vous ne voulez plus. Et cette énergie que vous donnez au truc que vous ne voulez plus, vous n'avez pas l'énergie pour développer les choses merveilleuses que vous avez en vous. Donc, s'il vous plaît, simplement observez. Et c'est ça que j'appelle observer le diablotin et l'ange. Alors, quand je fais des ateliers ou des stages, très souvent, oui, excusez-moi, je suis un petit peu plus vieille que peut-être certains d'entre vous, mais moi, j'ai connu les Tex Avery, les dessins animés Tex Avery, où certains personnages avaient leur représentation, mais en petit diable et en petit ange. Voilà, et ils en avaient un sur chaque épaule. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais nous avons tous en nous une part de petit diablotin et une part de petit ange.
Et très souvent, vous observerez que nous laissons une grande part à ce petit diablotin. Alors diablotin, on est d'accord, hein, c'est pas que celui qui fait des bêtises, c'est aussi celui qui vous dit combien vous avez été nul, combien vous n'arriverez pas à faire tel ou tel truc, combien machin, il est beaucoup plus fort que vous, que trucmuche, ben lui, il y arrive à chaque fois, etc., etc., etc. C'est ça, hein, le diablotin. C'est celui, en fait, qui vous ramène vers qui vous appuie sur la tête et vous ramène vers le bas. Alors que le petit ange, c'est celui qui va vous expliquer combien vous êtes extraordinaire, fabuleux, et combien vous avez réussi telle ou telle chose. On est d'accord que d'habitude, vous laissez plus la parole à votre diablotin qu'à votre ange. Hein. Ouais. Observez les deux. Observez les deux. Et essayez et tentez d'entendre ce que vous dit votre petite voix, là, ce que vous vous répétez non-stop là-haut, de façon à pouvoir entendre les deux, parce que les deux peuvent parler. Alors, il y en a un qui prend beaucoup de place, qui parle beaucoup plus fort et qui parle plus, mais l'autre aussi peut parler. Et à un moment donné, c'est de pouvoir observer les deux. Et si vous constatez qu'il y en a un qui parle plus que l'autre, eh bien, donnez-lui la parole aussi à lui. Ça, quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, pourquoi? Parce que le fait d'observer et de se dire: «Ah ouais, bah là, en fait, ça fait une demi-journée que je suis en train de me dire que je suis nulle, que j'y arriverai pas, parce que j'ai cette réunion-là et que la dernière fois, machin m'a fait une réflexion, je me suis planquée sous la table, j'ai jamais réussi à répondre à l'objection que la personne m'avait faite et donc ça va recommencer, quoi». Vous entendez bien que là, dans ce cas-là, c'est le diablotin qui parle, celui qui te dit que ça va jamais marcher, que tu es nul, que tu as vu que tu y es pas arrivé, etc. Et si vous laissiez la parole à l'autre, en disant, certes, il y a eu cette réponse-là auquel tu n'as pas répondu, mais en fait, tu as quand même pris la parole devant 20 personnes, alors que tu pensais que tu savais pas le faire, et puis tu as pu parler, et puis tu as fini par dire ce que tu avais à dire, même si effectivement, oui, bah oui, tu as un peu râlé ou un peu bégayé ou je ne sais quoi. Vous comprenez? Essayez de faire cette observation de ces deux parts de vous pour équilibrer les choses. Ça, c'est une première chose. Deuxième prise de conscience que je vous invite à faire à partir de ce soir, c'est d'observer quels sont vos boutons pressoirs. Alors, je m'explique. Les boutons pressoirs, ce sont ces petits déclencheurs dans notre quotidien, ces merveilleux petits déclencheurs dans notre quotidien, qui peuvent faire que l'on explose sans comprendre pourquoi, ou à l'inverse, qu'on se renferme. Alors, je pourrais vous donner des milliards d'exemples de déclencheurs. Je vais vous en parler d'un dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo. J'ai cette jeune femme qui, en consultation en visioconférence, me dit: «Bon voilà, j'en peux plus là, en fait, je n'arrête pas de me prendre la tête avec moi-même. Dans ma relation, mon compagnon voyage énormément et nous échangeons beaucoup par message, texto, enfin ou truc comme ça. Et en fait, l'autre soir, il rentrait, et j'ai voulu organiser, quelque chose au moment de son retour. Alors, c'était, il y a un moment, hein, parce qu'on n'était plus en confinement, enfin bon, bref. Et elle me dit: «En fait, j'ai envoyé un message et quand j'ai envoyé le message, j'ai vu que mon compagnon ne lisait pas, c'est-à-dire qu'il était connecté, mais il n'a pas lu mon message». Et elle me dit: «Je suis partie dans une fureur, une colère, moi toute seule avec moi-même, hein, de voir qu'il répondait pas, qu'il renvoyait pas. Et puis du coup, ça m'a tellement agacée. J'ai renvoyé un message assassin en lui disant qu'il n'avait rien à faire de ce que je lui disais. Enfin bref. Et elle me dit, je me suis fait monter la mayonnaise toute seule comme ça, quitte à vraiment, enfin quasiment s'en rendre malade. Vous comprenez où se trouve le bouton pressoir? Le fait qu'elle ait envoyé ce message avec une attente et que son compagnon n'ait pas répondu a été un déclencheur pour elle. Alors déclencheur, c'est-à-dire que, c'est, le bouton qui appuie sur un truc qui fait qu'on va avoir une réaction, non contrôlée. Voilà. Alors, réaction non contrôlée, ça peut être dans la colère, contre soi, contre l'autre, enfin dans la colère, dans l'excès vers le haut, la colère, ou dans l'excès vers le bas. C'est-à-dire que, ben, on peut se renfermer, s'enfermer dans sa grotte, décider de ne plus parler, d'être vexé ou d'être blessé et ben, voilà, de s'enfermer dans sa blessure et par rapport à ce qui s'est passé. C'est ce que moi j'appelle des boutons pressoirs. Je vous invite à observer ces boutons pressoirs et à en faire des listes. Voilà.
Quand il vous arrive un truc et que vous vous dites: «Bon sang, là, c'est quand même bizarre comment j'ai réagi à cette situation, hem, je comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça», eh bien, je vous invite dans un petit carnet à noter ces boutons pressoirs de telle sorte à pouvoir les identifier, les connaître et je vous expliquerai après quoi en faire. Tout ça pourquoi? Parce que les boutons pressoirs sont des signes, dans le quotidien qu'il pourrait y avoir face à ce bouton pressoir un traumatisme. Je vous explique. Lorsque tout petit, il se passe, un traumatisme pour soi, enfant. Alors on est d'accord, je ne refais pas, hein, petit traumatisme ou grand traumatisme, peu importe. Au départ, même s'il est minuscule, avec le temps, il va s'enquister, il va devenir un peu plus épais, il va devenir plus dur, donc moins accessible et avec le temps, de ce traumatisme vont pousser des filaments dans le quotidien et ces filaments sont reliés à des boutons pressoirs, les fameux boutons pressoirs dont on vient de parler. Lorsque quelque chose vous arrive dans votre quotidien qui fait bouton pressoir, c'est-à-dire qui enclenche une réaction chez vous, qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas, compréhensible pour vous, eh bien, c'est le signe que c'est un bouton pressoir qui s'est activé, qui est relié directement à un traumatisme. Et tant que vous n'identifierez pas vos boutons pressoirs, vous ne pourrez pas aller chercher ces fameux traumatismes. Donc c'est un excellent moyen de repérer les traumatismes, petits ou gros, sur lesquels il serait utile d'aller, travailler pour pouvoir aplanir tout ça. Alors, pour pouvoir, faire le lien entre le bouton pressoir et les traumatismes, j'ai, un autre outil dont je ne vous parlerai pas ce soir. J'en ai parlé dans d'autres conférences. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo pour expliquer l'outil du calque, qui est un de mes outils préférés, les plus forts, pour pouvoir faire le lien entre ces boutons pressoirs et ces traumatismes. En tout état de cause, ce soir, si vous pouviez ne serait-ce que apprendre à regarder, à observer ces fameux boutons pressoirs dans votre quotidien, ça vous permettrait à un moment donné de faire un lien entre ces boutons pressoirs et des traumatismes et de pouvoir changer les choses pour vous. Donc notez-les, faites une liste et notez-les. Et ensuite, vous allez voir l'outil du calque si ça vous intéresse. Comment prendre conscience? Alors, une autre optique, et ça, on peut jouer, hein, si vous voulez, j'adore jouer à ce jeu-là. Tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive a forcément un sens. Alors, je suis tout à fait d'accord que dans certaines situations, le sens peut être un peu compliqué à voir sur le moment. Mais croyez-moi, moi qui ai eu cet accident de vie il y a 11 ans, aujourd'hui, il n'y a pas un seul instant, quand j'y repense, où je ne remercie pas la vie, l'univers, enfin peu importe, de m'avoir apporté cet accident de vie qui m'a permis de me réveiller, de me révéler. Ce que je n'aurais jamais fait probablement, je serais probablement restée en mode automatique encore pendant, alors je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, je serais restée en mode automatique si à un moment donné, je n'avais pas eu cet accident de vie qui m'a réveillée. Tout a un sens. C'est une certitude, y compris les choses tragiques. Je vous invite vraiment à y réfléchir. Comment prendre conscience? Je vous en ai parlé, c'est d'apprendre à différencier. Alors, je le dis autrement, c'est une autre façon de le dire, votre diablotin de votre petit ange, c'est-à-dire votre mental, cette partie de vous qui réfléchit, qui compare, qui analyse, qui segmente, qui classe, ce qu'on appelle le mental. C'est cette partie-là, ce petit vélo incessant là, ou ce hamster dans sa roue là, qui non-stop réfléchit, pense, cherche, calcule, veut savoir pourquoi les choses. Apprenez à différencier votre mental, ou le petit diablotin, c'est la même chose, et votre essence, qui vous êtes vraiment. Simplement en vous posant la question, tiens, quand je dis ça, là, quand je fais cette réflexion, est-ce que c'est ma tête ou est-ce que c'est mon diablotin, ma tête, ou est-ce que c'est mon ange ou mon essence? De façon à pouvoir savoir qui parle et d'où ça vient. Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Et puis ensuite, et là ce serait un autre grand débat qui fera peut-être l'occasion d'une autre conférence, tout comme je vous disais qu'il y avait un sens, il n'y a pas non plus de hasard. Vous avez choisi votre incarnation, vous avez choisi votre vie et ces expériences de vie que vous traversez aujourd'hui, aussi difficiles puissent-elles être, pour une raison bien précise. Et je vous invite à réfléchir, et on le verra un petit peu après, en vous posant une question qui peut vous permettre de trouver ce sens à cette incarnation ou à ce choix. Alors,
Une fois qu'on a dit tout ça, je vous ai donné quelques outils déjà, mais comment faire de façon pratico-pratique? Première chose, d'identifier, les problématiques. Alors après avoir, repéré les boutons pressoirs, hem, que vous savez alors par exemple, hein, je donne un exemple que j'ai eu aujourd'hui là, j'ai, un jeune homme qui me dit, hem: je supporte» il y a un de ses confrères ou collègues, je sais plus, qui ne supporte pas et qui, régulièrement vient lui déposer des trucs sur son bureau en lui demandant de faire quelque chose en plus de ce que lui fait déjà. Alors, c'est pas très clair qui doit faire quoi, mais en tout cas, cette personne vient régulièrement le titiller, l'embêter, dans son quotidien au bureau et ça lui pose un vrai problème. Posez-vous la question de ce qui vous arrive. Pourquoi ça vous arrive? Et quelle est ma responsabilité là-dedans? Et c'est la question que je lui ai posée. Je lui ai dit: «Mais quelle est votre responsabilité dans ce que vous me racontez là, aujourd'hui? Ce collègue qui vient vous embêter régulièrement. Quelle est votre responsabilité là-dedans? Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer les choses?» Et donc bien sûr, souvent c'est difficile, hein, mais l'idée, c'est de changer la vision, en fait, des choses, de prendre d'autres possibilités. Quand on est dans sa carte du monde, bien sûr, on imagine que l'autre a la même carte du monde et donc on a tendance à tirer des conclusions très hâtives sur le fait que ce confrère vient nous déposer. Voilà, c'est OK, c'est normal. On a le réflexe français alors qu'en face, on a un japonais, un italien ou un allemand. Donc c'est d'essayer déjà de changer de vision. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette personne vient me déposer tout ça? Ça n'est pas excuser la personne, c'est simplement changer d'angle de vision, voir comment on pourrait expliquer ça autrement. Ensuite, c'est de prendre les responsabilités et à ce jeune homme, je lui dis: «Mais pourquoi est-ce que vous acceptez? Prenez vos responsabilités. Est-ce que ça fait partie de votre fiche de poste?» «Je sais pas», il avait l'air un peu perdu. Je lui dis: «Mais qu'est-ce que vous pourriez faire pour ça?» «Allez voir votre fiche de poste. Demandez à votre responsable, enfin je sais pas, ou à vos collègues. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de continuer à vous faire polluer comme ça. Prenez vos propres responsabilités. Allez chercher la solution et surtout, imaginez ce que vous pourriez faire de différent une prochaine fois. Cette situation, il l'a subie tous les jours depuis des mois et des mois. Tous les jours, cette personne vient lui porter du travail supplémentaire à ce qu'il a déjà comme charge lui, en lui envoyant des mails, en l'appelant, en lui déposant des dossiers, dans un truc partagé là, enfin oui, je dis bureau, mais c'est, vous savez, un truc, en ligne là. Et il me dit: «En fait, j'ai l'impression d'être acculé, d'être débordé». Il exprime un niveau de stress assez important. OK, j'entends tout ça. Donc après avoir cherché vos responsabilités, savoir est-ce que ça fait partie de vos tâches? Est-ce que vous avez vérifié dans votre feuille de poste? Est-ce que vous avez interrogé votre hiérarchie sur le fait que quelqu'un d'autre puisse vous déposer du travail en plus? J'entends bien, hein, c'était pas clair pour lui. Donc à un moment donné, si c'est pas clair, il faut que ce soit éclairci. Et puis enfin, je lui dis: «Mais comment vous pourriez faire différemment une prochaine fois?» Et on a réfléchi ensemble, comment est-ce qu'il pourrait faire la prochaine fois que ça arrivait. Et à la fin, il me dit: «Mais oui, c'est vrai, en fait, je me sens tellement acculé, ça arrive régulièrement, comme ces fameuses vagues, vous vous souvenez, dont je vous ai parlé, qui fait que il n'avait pas pris le temps, en fait, de réfléchir à comment il allait pouvoir faire différemment. Il s'était même pas posé la question de est-ce qu'il allait pouvoir faire différemment. Il avait l'impression de se faire embarquer par les vagues, de tomber et de chanceler systématiquement, et il ne s'était même pas posé la question de comment je pourrais faire autrement. Je vous invite à faire cet exercice. Alors je dis à mes petits patients, prenez 1, 2, 3 minutes par jour. Posez-vous le soir, le matin, quand vous voulez. Il y en a même à qui je dis, pour les mamans qui ont des enfants bas âge, et cetera. Je sais que même ça, c'est pas forcément simple, mais isolez-vous. Les toilettes sont un excellent outil pour s'isoler. Vous vous enfermez aux toilettes et vous réfléchissez avec vous-même, quand est-ce que dans ma journée, j'ai pu me faire embarquer dans un truc qui était pas OK pour moi? Comment je peux changer de vision? Comment je peux prendre ma responsabilité là-dedans? Et surtout, comment une prochaine fois je peux faire différemment? Mais posez-vous pour ça. Sinon, c'est juste impossible. Vous serez en mode automatique et vous n'arriverez pas à vous poser pour ça. Comment faire? On en a parlé. Écoutez les 2 parties, vos 2 parties, ce diablotin et cet ange.
Et de grâce, ne demandez pas, ne cherchez pas à faire taire votre mental, votre ego, qui lui est là pour être le garant des expériences passées. C'est lui qui va vous rappeler combien vous avez été nul à la dernière réunion, je ne sais pas quoi, à la dernière visioconférence, la dernière fois quand votre mari vous a dit ça, vous vous êtes énervé et puis vous avez regretté, quand votre enfant a fait une colère et que vous vous êtes fâché ou que vous avez mal réagi, etc. L'ego, le mental, ne va être là que pour vous rappeler ce qui n'a pas fonctionné. Il est utile, soyons très pragmatiques. On est bien d'accord que s'il ne se souvenait pas, que si vous traversez en dehors des passages cloutés, sans regarder à droite et à gauche avant de traverser, vous avez une chance sur je ne sais pas combien de vous prendre un véhicule. Si ça vous est arrivé une fois dans votre vie de vous faire une peur, il va s'en souvenir et il va vous le dire. Ou bien même sans qu'il vous soit arrivé une catastrophe, il va simplement vous dire, souviens-toi, il y a la règle. Et ça, on ne peut pas faire. Eh ben, il est utile, ce garant-là, du passé, des expériences passées, est utile pour vous rappeler ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été douloureux, ce qui a fait du mal, ce qui pourrait continuer à faire du mal, etc., etc. Sauf que, souvent, on essaye de taire ça. On essaye de dire non, mais c'est bon, quand ça nous prend la tête, on peut avoir tendance, alors, soit à le laisser parler non-stop et à être guidé uniquement par ce garant des expériences passées. On est d'accord qu'on n'est pas dans le passé, là, tout de suite, maintenant, on est en train de parler dans le présent. Donc, ne confondez pas le garant des expériences du passé, le stockage de tout ce qui a pu vous arriver dans le passé, et ce que vous êtes aujourd'hui. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est votre essence. Ce que vous avez été dans le passé, ce que vous avez raté dans le passé, ce que vous n'avez pas su faire dans le passé, ce que vous n'avez pas réussi à faire dans le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, vous êtes ici. Servez-vous de ce que ce garant, cet ego, ce mental peut vous rappeler de ce que vous n'avez pas réussi dans le passé ou ce qui n'a pas fonctionné pour faire différemment ici et maintenant. Donc, négociez avec ce garant pour qu'effectivement, il vous rappelle ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Ah oui, la dernière fois que j'ai fait ça, ça a foiré parce qu'il s'est passé ci et ça. Ah oui, oui, merci de me le rappeler. Aujourd'hui, ici et maintenant, en donnant la parole, en faisant moi comme j'ai envie et non pas le passé, je vais pouvoir modifier les choses pour faire en sorte que cette fois-ci, ça se passe mieux. Ou bien tout court, mais qu'en tout cas, ça se passe mieux. Ne donnez pas la parole uniquement à votre passé. De la même façon qu'il y en a qui se projettent dans l'avenir en faisant des acomptes, ce que moi j'appelle faire des acomptes sur les emmerdes, c'est prévoir tout ce qui peut se passer de mal. Alors, merci l'ego, merci le diablotin qui nous rappelle tout ce qui peut ne pas fonctionner, blablabla. Mais dans l'avenir, alors qu'on est simplement ici, donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, apprenez à négocier avec votre ego, avec votre tête, votre mental, celui qui veut vous rappeler tout ce qui pourrait ne pas fonctionner, comment ça pourrait ne pas fonctionner, combien ça n'a pas fonctionné dans le passé, etc., pour écouter votre essence, c'est-à-dire qui vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de ces expériences passées pour décider là, ici et maintenant de faire différemment. Ça, ça revient à la même chose que observer le diablotin et l'ange. Vous allez faire un pas immense si ne serait-ce que de prendre conscience de ça. Prenez conscience de qui parle quand et décidez en conscience, dans votre quotidien, de vous servir de votre expérience passée, mais de ne pas vous sentir bloqué ou empêché par cette expérience du passé. Tout ce qui s'est passé dans le passé n'est pas forcé de se reproduire systématiquement. Comment on sort du cycle répétitif? En prenant conscience que ce qui s'est passé dans le passé, c'est le passé. Et qu'aujourd'hui, on a cette fabuleuse opportunité de prendre expérience du passé pour faire mieux et autrement. Prenez cette expérience-là et prenez ce challenge à la fois de prendre en considération votre ego, votre mental et votre essence, le petit diablotin et l'ange. Alors, comment faire pour ça? J'en ai parlé tout à l'heure. Équilibrez-vous. Posez-vous, écoutez-vous. Je vous disais tout à l'heure, prends 1, 2, 3 minutes. Prenez 2 minutes par jour. La posologie de la thérapie d'âme, c'est pendant 21 jours au minimum. Chaque jour, 2 minutes. Posez par écrit ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous avez observé comme bouton pressoir, et prenez des décisions en prenant votre temps. Il n'y a aucune urgence pour apprendre à vous respecter.
Et équilibrez-vous en regardant ce qui est léger, ce qui est porteur, ce qui est vibrant pour vous, et ce qui est lourd, pesant et plombant. On est d'accord, hein, on fait encore cet équilibre entre le diablotin, l'ange, l'ego et l'essence divine, notre essence. De façon à pouvoir équilibrer cette fameuse balance quand on est au fond du sac. Soyons pragmatiques. Quand on est au fond du sac, qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à se sortir d'une situation, c'est parce qu'on ne retient ou qu'on ne... Oui, on ne met la lumière sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui est lourd, ce qui est pesant, ce qui est plombant. Je donne souvent cette image en séance de cette balance-là que je vous ai mis là. Mettez-y des choses positives de l'autre côté, bon sang. Posez des poids également sur l'aspect léger, porteur, vibrant, positif, sympa. Qu'est-ce qui a marché dans votre journée? Alors, un autre outil que je peux vous donner, c'est ça, c'est de vous poser. Alors moi, j'appelle ça le cahier des évidences. Alors, on note les boutons pressoirs, on note tout ce qu'on a pu observer dans la journée pour savoir comment on peut faire différemment. Et aussi, on note du positif, quelque chose qui, à un moment donné, peut faire que la balance n'est pas toujours que d'un côté, dans ce qui est pénible, ce qui est pesant, ce qui est plombant, mais aussi ce qui peut être léger, porteur et vibrant, de telle sorte à arriver à une forme d'équilibre. Et on est d'accord que le diablotin, l'ego, ne se souvient que du côté lourd, pesant, plombant. Il va jamais vous répéter combien vous aviez été merveilleuse, super, hyper performant, au top dans telle ou telle situation. La plupart du temps, elle ne se souvient que des mauvaises expériences. Donc, prenez ces minutes-là dans votre journée pour également noter ce qui s'est super bien passé, ce qui a été positif, joyeux, extraordinaire, plein d'amour, voilà, pour équilibrer votre balance, de telle sorte à ne pas être tout le temps déséquilibré vers l'aspect négatif qui peut vous amener du stress, des problématiques de sommeil, des sautes d'humeur, une difficulté à dire avec des mots M-A-U-X qui peuvent à un moment donné vous empêcher de vous débloquer là où aujourd'hui vous êtes bloqué parce que vous êtes en déséquilibre plombant, d'accord, lourd, pesant. Rajoutez des choses positives un petit peu chaque jour et vous les écrivez. Si vous n'écrivez pas, votre mental, votre ego, lui, ne s'en souviendra pas. On est d'accord. Là, si vous réfléchissez 30 secondes à un merveilleux souvenir que vous avez pu avoir dans votre enfance, à l'âge de 5 ans, ou 15 ans, ou 25 ans, c'est impossible de s'en souvenir. Ou au moins, il faut chercher. Alors que si je vous demande de trouver un souvenir négatif, désagréable, lourd et chiant et pesant, vous allez trouver systématiquement et instinctivement. N'importe quel âge, on peut même en donner pléthore. Eh bien ça, c'est un déséquilibre. Donc rééquilibrer les choses en faisant les deux. Alors, en général, le lourd et le pesant, on n'a même pas besoin de forcer très fort, mais rééquilibrer en mettant aussi dans l'autre balance. C'est une façon de vous respecter, en fait, de retrouver cet équilibre. On n'est pas tous déséquilibrés à marcher que d'un seul côté. On est équilibrés. Plus ou moins, mais on est équilibrés. Respectez-vous et équilibrez-vous. Alors, comment faire également dans votre quotidien? Alors, ça, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'on est dans une situation difficile, lorsqu'on est bloqué, lorsqu'on ne sait pas comment faire, lorsqu'on ne s'en sort pas, posez-vous la question. Alors ça, c'est un outil magique. La question, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience ou de ce qui est en train de se passer? Prenez de la hauteur et posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui est en train de se passer pour moi, là, tout de suite maintenant, qui me fait tant souffrir, qui me bloque tant, qui est si pénible? Qu'est-ce que c'est là pour m'apprendre, moi? S'il vous plaît, faites ça. Essayez de réfléchir à ça, peu importe la situation dans laquelle vous vous situez. Et aussi douloureuse, aussi pénible et aussi irréversible peut être cette situation, posez-vous la question. Qu'est-ce que c'est là pour m'apprendre, pour moi, chez moi, pour moi, cette situation, cet événement, cette anecdote? Prenez conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue dans votre vie pour que vous puissiez le voir. Tant que vous ne savez pas répondre à cette question-là, ou tant que vous n'avez pas d'hypothèse, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse, il peut y en avoir plusieurs, et c'est OK.
Mais posez-vous la question, qu'est-ce que je suis censée apprendre là? Prenez-en conscience. Et puis ensuite, devenez responsable. C'est-à-dire, OK, là, je suis dans une situation difficile pour moi. Si je reprends l'exemple de ce jeune homme-là qui se prenait ses vagues là non-stop par ce collègue et qui vraiment était en difficulté et en souffrance aiguë, je lui ai demandé de trouver 4 autres possibilités de réagir. La prochaine fois que votre confrère, votre collègue là, vous dépose un truc dans ce dossier partagé pour que vous fassiez le job, comment pourriez-vous réagir? Et trouver 4 autres façons de réagir que celle que vous êtes en train de vivre là, qui consiste à vous énerver, vous agacer, vous rendre malade, et cetera. Qu'est-ce que vous pourriez trouver comme autre façon de réagir à cette situation? Pas une solution, pas 2 solutions, 4. Soyez créatifs. Imaginez comment vous pourriez faire autrement à partir de cette situation compliquée dans laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir pour le moment. Et réfléchissez, soyez créatifs. Et puis ensuite, vous testez ces 4 possibilités. Peut-être qu'il y en a une qui sera, voilà, vous allez tester celle-ci, ça va être OK, ça a fonctionné. Celle-ci, j'y arrive pas, ça marche pas. Enlevez-la et rajoutez-en une 4e pour avoir toujours 4 autres possibilités. Pourquoi? C'est une façon de créer des connexions neuronales différentes qui font qu'on va sortir du système automatique. Si vous avez réfléchi à froid à 4 autres possibilités de réagir à une situation qui vous met en difficulté, qui vous met en souffrance, au moment où la situation va se représenter, si vous avez réfléchi à froid à ces 4 possibilités, vous aurez la possibilité de vous souvenir de ce que vous aviez créé ou inventé ou imaginé, et vous pourriez tester. Alors après, vous testez, ça fonctionne très bien, ça fonctionne pas, c'est pas grave, trouvez autre chose encore. Mais de grâce, ne restez pas bloqué dans votre système automatique, dans votre mode automatique. Si vous ne cherchez pas d'autres possibilités de réagir ou d'interagir dans cette situation-là, ça ne changera pas. Et vous continuerez à vous prendre les vagues non-stop sans pouvoir réagir. C'est pas au moment où la vague est là qu'on peut réagir à comment faire autrement. Il faut absolument pouvoir réfléchir à froid, c'est-à-dire en dehors de la situation. D'où les fameuses 2 ou 3 minutes par jour pour réfléchir à une situation qui vous pollue. Et soyez créatifs, trouvez 4 autres possibilités de réagir. Alors on est d'accord, 4 autres possibilités de réagir, ça peut parfois être je sors, je laisse tomber, je ne m'en occupe pas, ou je suis silencieux, ou voilà. Mais en tout cas, testez ce qui est OK pour vous et ce qui vous permet à un moment donné de sortir de ce truc infernal dans lequel vous êtes enfermé. Devenir responsable, c'est aussi changer l'angle de vue. On en a parlé tout à l'heure, l'histoire des flèches, quand on rend l'autre personne responsable de ce qui nous arrive, eh bien, ça peut être aussi une façon que d'aller voir sur le terrain de l'autre, dans sa carte du monde à lui, comment il peut réagir, qu'est-ce qu'il peut penser, ou qu'est-ce qu'il peut ressentir, ou pourquoi il fait ça, pourquoi il se pose comme ça, soit en posant des questions, soit simplement en imaginant. Et ça permet à un moment donné de prendre ses responsabilités, de se dire que on n'est pas le seul à croire que l'autre fait mal, mais que l'autre aussi peut penser que nous, on fait mal. Et ça permet de voir de façon beaucoup plus globale. Ça, c'est intéressant aussi comme travail à faire lorsqu'on est bloqué dans une situation pour reprendre sa responsabilité, non pas en envoyant des flèches à l'autre et il est tout responsable de tout ce qui se passe, mais de prendre aussi une part de sa responsabilité dans ce qui se joue pour nous sur le moment. Prendre ses responsabilités, c'est aussi à un moment donné, voilà, voir quelles sont les flèches que vous envoyez, donc ça on en a déjà parlé. Trier les ordures. Alors, trier les ordures, ça c'est encore une autre image que je vais prendre pour vous. Lorsque nous sommes dans une relation à 2, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 éléments. Parfois, une des 2 personnes va envoyer des choses dans la relation que celle-ci va dire de façon très générale. C'est toxique, c'est pas du tout bon pour moi, j'en ai marre qu'elle me parle comme ci, comme ça, et elle me fait porter des trucs, j'en ai marre, j'en veux plus. C'est ce que moi j'appelle pour cette personne-là les ordures. C'est-à-dire que cette personne-là, imaginez-vous, 2 maisons mitoyennes face à face, un petit jardin pour chacun et une clôture qui sépare les 2 jardins. Eh bien, il arrive parfois que certaines personnes, sans vouloir forcément le faire de façon consciente, vous balancent leurs propres ordures. C'est-à-dire, voilà, elles vous envoient des trucs pas cool du tout, ou elles vous disent des choses pas cool du tout, et vous considérez ça comme des choses vraiment pas agréables, toxiques, désagréables, nauséabondes, lourdes, enfin pas cool.
ce que moi j'appelle des sacs à ordures. Dans ces cas-là, clairement, c'est à vous de faire le tri des sacs à ordures. Si vous Soyons pragmatiques, si votre voisin mitoyen vous envoie des sacs à ordures dans votre jardin, parce qu'il n'a pas envie d'aller trier ses ordures lui-même et qu'il vous dépose ça gentiment de l'autre côté de la barrière dans votre jardin à vous allez le voir. Si c'est un sac à ordures, vous allez râler ou vous allez lui ramener. On est d'accord? Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas ça dans les relations? Pourquoi est-ce que quand un parent vous balance une petite réflexion, l'air de rien au téléphone, vous savez, ces fameuses réflexions qui peuvent nous faire réagir, ou lorsque votre adolescent vous envoie une réaction qui n'est pas OK, lorsque votre partenaire vous dit quelque chose qui n'est pas du tout OK pour vous et qui n'est pas agréable pour vous, eh bien, à un moment donné, c'est à vous de faire le tri et de voir que ça ne vous convient pas. Si vous n'êtes pas conscient de ce que la personne vient de vous envoyer est toxique, désagréable ou pas OK pour vous, comment pouvez-vous faire le tri? Donc, observez. Encore une fois, dans la prise de conscience, c'est d'observer ce qui se joue. Alors ça, c'est une autre façon de prendre conscience, hein, mais faites une liste de ce que votre parent, votre partenaire vous dit régulièrement et qui vous crispe, voire qui vous fait mal, voire qui vous met en colère. Faites la liste de toutes ces ordures qu'aujourd'hui vous acceptez de recevoir. Alors, quand je dis accepter de recevoir, c'est que si cette réflexion, vous la prenez et que vous dites rien, c'est comme si votre voisin ou votre partenaire avait déposé un sac à ordures dans votre jardin. Alors, il ne le fait pas forcément consciemment, il ne le fait pas forcément de façon intentionnée. Mais en tout cas, si pour vous c'est désagréable, si pour vous c'est souffrant, si pour vous c'est lourd, c'est un sac à ordures. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à trier ces sacs à ordures, c'est-à-dire à prendre ce fameux sac à ordures que votre compagnon, votre enfant, votre collègue, votre parent a déposé dans votre jardin, de reprendre ce sac à ordures et de le ramener en bordure de jardin. Honnêtement, entre notre ego et notre ange, on a déjà tellement de trucs à gérer que c'est pas la peine de se rajouter des sacs à ordures. Donc lorsque vous êtes dans une relation, ou vous estimez être dans une relation qui vous envoie des sacs à ordures, des choses désagréables, des choses souffrantes, des choses vraiment pas agréables, listez ces sacs à ordures et rendez-les à son propriétaire. Voilà. Alors, pas physiquement, hein, je veux dire, lui rendez pas la liste de ce qui a été désagréable. Soit vous apprenez à dire que ça c'est un sac à ordures pour vous et que c'est pas OK et que vous le ramenez en bordure de jardin. Il y a plein d'astuces pour ça. Mais en tout cas, ne serait-ce que commencer par observer ces fameux sacs à ordures. Observez ce que vous recevez dans votre jardin, ce que vous recevez dans votre environnement qui n'est pas OK pour vous. Vraiment. Observez les flèches, on en a parlé. La notion du masque à oxygène. Alors, il y a beaucoup de femmes ce soir dans les personnes qui sont présentes. Je vous fais un petit coucou particulier. Les hommes, ça peut aussi le faire, hein, mais on est d'accord. Mais, en général, les femmes ont très souvent tendance, ou certains hommes ont très souvent tendance à vouloir s'occuper des autres avant eux-mêmes. Voilà. Alors quand on a des enfants, on apprend rapidement à s'occuper des enfants d'abord avant de s'occuper de soi-même. Sauf qu'on a oublié un tout petit détail, la notion de masque à oxygène. Je développe. Vous avez tous probablement pris un jour dans votre vie l'avion. Alors je vais vous faire l'hôtesse de l'avion, hein, mais en cas de dépressurisation, les masques à oxygène tomberont automatiquement. Portez le masque à oxygène sur votre visage avant de porter assistance aux autres personnes. Et oui, parce que si vous n'êtes pas oxygéné, comment pouvez-vous aider les autres si vous ne respirez pas déjà? Comment pouvez-vous aider d'autres personnes si vous n'avez pas suffisamment d'oxygène? Alors ça, c'est une notion dont je parle très souvent aux personnes qui viennent me voir en leur demandant est-ce qu'ils ont suffisamment regardé ce masque à oxygène, est-ce qu'ils ont le masque à oxygène sur eux? Est-ce qu'ils prennent en charge le fait de respirer régulièrement? Alors respirer, ça veut dire faire des pauses, s'occuper de soi, prendre du temps pour soi, en faisant des activités qui nous plaisent, qui nous remplissent, qui nous oxygènent, qui remplissent notre propre réservoir. Si vous ne faites pas ça en priorité, croyez-moi ou non, il y a un moment donné, vous allez vous retrouver en difficulté. Pourquoi? Parce qu'à vouloir donner, à un moment donné, on manque d'oxygène. Donc souvenez-vous de cette notion du masque à oxygène, vous ne pouvez pas aider les personnes de votre entourage
si vous-même, vous ne vous portez pas assistance, si vous-même, vous ne mettez pas votre masque à oxygène. Et il y a plein de façons pour ça. Mais de grâce, pensez à mettre votre masque à oxygène en priorité. Sinon, vous ne pourrez pas aller très loin. Vous n'arriverez pas à aller très loin. Ok, il ne veut plus avancer. Yes. Une fois qu'on a vu ce qui empêche, qu'on a pris conscience et qu'on a mis ça dans le quotidien, avec des outils, au fur et à mesure, en faisant des pauses et en regardant ce qui peut être changé au quotidien, et on est d'accord, hein, on ne va pas pouvoir, comme je vous le disais au départ, claquer des doigts, faire un coup de baguette magique et changer systématiquement ce qui ne va pas, mais on peut y réfléchir. Et pour ça, il faut pouvoir accepter. Une fois qu'on a observé les choses, qu'on a vu ce qui était en train de se jouer, les boutons pressoirs, les traumatismes, les façons de réagir, etc., les sacs à ordures, le fait qu'on ne mette pas son masque à oxygène, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut accepter. Accepter que ce soit comme ça pour le moment, en apprenant à vous positionner pour vous maintenant. C'est exactement tout ce dont on a parlé. Prendre les 2 minutes pour soi, regarder comment on peut faire autrement, changer d'angle de vue pour pouvoir apprendre à regarder ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous va pas pour nous maintenant. Et travailler en éco-responsabilisation. Voilà, je décide que à partir de maintenant, je prends en considération ma responsabilité dans ce qui se passe. C'est pas 100% vers l'autre, je lance pas des flèches en acculant l'autre de tous les maux de ma vie et de tous les maux des situations et des anecdotes qui sont en train de se passer. Je prends ma part de responsabilité en triant mes ordures, en regardant ce qui ne va pas pour moi, en changeant mon comportement au quotidien, en observant mes boutons pressoirs pour réagir de façon bienveillante et de ramener cette bienveillance pour vous et surtout pour vous. Avant toute chose, vous vous souvenez, le masque à oxygène, vous d'abord. Une fois que vous aurez accepté tout ça, vous pourrez observer ce qui se joue pour vous en toute bienveillance, sans aucun jugement. Voilà, vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. C'est pas la peine de vous condamner, de vous flageller sur quelque chose du passé. Souvenez-vous, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, l'important, c'est de voir force de ce qui s'est passé dans le passé, de l'expérience du passé, comment vous pouvez faire maintenant. Et donc d'observer, d'apporter ce dont vous avez besoin maintenant. Vous avez raté telle ou telle expérience, ok. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui peut m'aider maintenant? J'ai besoin de me dire que j'ai fait de mon mieux, super. J'ai besoin de m'apporter de la douceur, super. J'ai besoin de considérer que j'ai besoin de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, très bien. Apportez-vous ce dont vous avez besoin. Et changez ce qui peut l'être, c'est-à-dire vous-même. N'essayez pas d'aller changer les autres. Les autres changeront parce que vous avez changé. Mais c'est la seule personne sur laquelle vous avez une action, c'est vous. Donc, commencez par changer vos comportements au quotidien, avec les 4 autres possibles, à changer ce qui peut l'être pour vous en changeant d'angle de vue et en acceptant de voir que, voilà, si telle ou telle personne vous dit ça ou réagit comme ça, c'est parce qu'elle a sa raison, ses raisons. Elle a sa propre carte du monde et c'est pas la vôtre. Ça permettra à un moment donné de faire retomber la pression, de faire de la ferronnerie en ramenant les flèches pour vous, en vous posant la question, qu'est-ce que moi, là, maintenant, dans cette situation, je peux faire pour moi aller mieux. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que vous voudriez un peu plus de sens? Est-ce que vous avez envie de faire évoluer votre vie? Si vous voulez sortir du cycle infernal des emmerdes, alors pardon, hein, je le mets entre guillemets, mais voilà, c'est à un moment donné, pour avoir l'impression de sortir de cette boîte dans laquelle vous pouvez être enfermé sans pouvoir trouver de solution, sans pouvoir trouver d'issue possible, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Encore faut-il que vous acceptiez toutes les parties, toutes les pièces de votre puzzle, toutes les pièces du puzzle de votre histoire. Si vous refusez, en mettant la poussière sous le tapis, de voir un certain nombre de choses, de vos réactions au quotidien, de vos traumatismes, des choses que vous n'avez plus envie de regarder dans votre passé, comment voulez-vous faire
pour vous sentir bien, complet, heureux, aligné, voilà, équilibré dans votre quotidien. Et donc pour ça, il faut que vous puissiez trouver des outils qui vont vous faire évoluer au quotidien, petit petit pas par petit pas et c'est OK. On n'a pas décidé, on n'a pas dit qu'il fallait changer tout en claquant des doigts, c'est pas possible. Si vous y arrivez, encore une fois, dites-le moi, on brevette la solution et on se fait des millions. Ça n'existe pas. Donc, prenez les choses petit à petit, les unes après les autres, et prenez votre temps pour utiliser ces outils au quotidien. Honnêtement, 2 minutes par jour, c'est pas énorme. Et ça peut changer vraiment votre quotidien. Ça peut changer toutes ces petites situations qui vous polluent et qui vous bouffent de l'énergie. Donc, à un moment donné, prenez-vous en charge et mettez-vous le masque à oxygène afin de pouvoir faire évoluer les choses. Alors, bien sûr, tous les outils dont je vous ai parlé peuvent vous y aider. Et c'est tant mieux, puisque c'est l'objectif de cette conférence. Maintenant, je vais zoomer sur tout ce que je peux faire au quotidien pour aider les personnes. Alors, je vous l'ai dit, je suis thérapeute, donc j'ai un cabinet pour des séances individuelles sur Toulouse ou en visioconférence, mais je fais également des ateliers avec des thèmes donnés sur une journée. Donc, je vous ai mis là quelques-uns des thèmes que je peux animer alors, c'est une journée, une thématique, et en groupe, soit en visioconférence, soit en présentiel. Alors, le présentiel en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais ça va revenir. Et notamment, alors, quelques ateliers qui ont un lien avec tout ce qu'on s'est dit, négocier avec l'ego, trouver vos propres outils pour avancer, etc., etc. Donc, ça, ce sont des ateliers que je propose avec des thématiques données, qui peuvent vous permettre aussi d'échanger sur vos problématiques du quotidien et voir que vous n'êtes pas seul, voir que d'autres vivent les mêmes expériences et ont trouvé des astuces, des outils qui, eux, fonctionnent pour eux et on peut en parler et partager tout ça ensemble. Je fais également des stages qui, eux, sont sur 2 jours, alors avec un niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui sont des stages progressifs. Le premier, c'est de reprendre la main sur son quotidien, commencer à modifier le quotidien, mettre en place des outils en fonction de sa situation, observer ce qui se passe, de telle sorte à devenir de plus en plus autonome. Et donc ces stages se déroulent sur 2 jours, sont également en visioconférence ou en présentiel. Et donc, pour ce soir, je suis allée un peu trop vite. Bien sûr, j'ai cette conviction qu'être accompagnée permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. La thérapie d'âme, pour moi, est un outil qui a été extraordinaire puisque c'est ça qui m'a permis à un moment donné d'arrêter de tourner autour du pot, de tâtonner avec des thérapies qui pouvaient durer plus ou moins longtemps et d'aller direct à l'objectif. Et c'est ce que je vous propose ce soir avec voilà, cette possibilité, deux possibilités. Si à l'issue de cette conférence, vous avez envie de continuer à évoluer, à trouver des outils et des astuces pour vous, je vous propose 2 choses, soit un rendez-vous de 15 minutes gratuit en visioconférence dans lesquelles on puisse ensemble échanger sur votre problématique du moment et trouver un projet d'accompagnement ou des outils qui vous seraient personnalisés ou en tout cas adaptés à vous, soit un pack. Alors, j'appelle ça des packs. Là, c'est le pack réveil, c'est allô, je me réveille, avec un stage, le stage niveau 1, donc reprendre la main sur son quotidien, qui comprend 2 jours, un atelier au choix parmi les 8 thèmes qui sont existants, et 3 consultations individuelles, dont une qui est offerte. Voilà, c'est un package. Ce package est utilisable sur une durée de 12 mois, donc vous aurez le temps de l'utiliser, soit en visioconférence, soit en présentiel. C'est vous qui déciderez. Et pour tous ceux qui sont présents et qui étaient présents lors de cette conférence, je vous offre dans les 5 semaines qui viennent 10 ressources inédites que vous pourrez utiliser également au quotidien, des aides avec des thématiques, 10 thématiques différentes qui seront réparties sur 5 semaines. Donc vous recevrez 2 emails. Alors c'est pas tout à fait 2 emails par semaine, c'est un email tous les 3-4 jours jusque début janvier. Pour voilà, avoir des ressources complémentaires, des mémos supplémentaires sur comment faire et comment vous sortir de telle ou telle situation. Voilà, donc à partir de ce soir, je vous mets en fait dans les questions-réponses. Oui, je vais le faire, je vais répondre aux questions s'il y en a eu. Je vais vous donner les 2 liens et je vous enverrai demain les 2 liens qui vous permettront soit de prendre rendez-vous, soit d'acheter le pack si vous êtes intéressé.
et je vais répondre après aux questions que vous m'avez posées. Voilà, parce que je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Voilà, alors je continue, mais je crois que justement, je suis arrivée aux questions. Parfait, quel timing extraordinaire. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant. Alors, je vais répondre aux questions qui ont déjà été posées pendant la conférence, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient déjà posé des questions. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. S'il y a des choses qui ont été abordées et vous voudriez que je revienne dessus, c'est avec grand plaisir. Vous avez maintenant la parole si vous avez des questions. Donc, alors, je réponds à alors, pardon, attendez, je mets les lunettes parce que là, sinon, c'est un peu compliqué pour moi. Quelle question j'avais? Je ne comprends pas la notion d'essence. Alors, en fait, Nadège, peut-être que vous avez eu la réponse après pendant la conférence. On a ces deux aspects de soi qui sont l'aspect on va dire négatif et l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est ce petit diablotin qui est là pour nous titiller, nous piquer un peu, pour nous rappeler tout le négatif et tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'ira pas, blablabla, enfin tous ces trucs-là. Et l'essence, c'est l'autre, c'est le petit ange. C'est ce que j'appelle le petit ange. Alors, j'ai opposé l'ombre et la lumière, le négatif et le positif de soi. L'essence, c'est en fait qui on est vraiment. Pas ce truc-là qui nous rappelle le passé et qui est négatif quoi qu'il arrive. C'est cette partie de nous qui, au contraire, elle, est très positive, très calme, très apaisée et qu'on n'entend pas aussi souvent que l'autre, malheureusement, parce que lui parle beaucoup plus. Voilà, donc j'espère que vous aviez déjà eu la réponse pendant la conférence, Nadège, mais j'ai répondu encore là un petit peu plus. Alors, quel autre qui d'autre a posé une question? Alors, je ne comprends pas. Pour le thème du jumeau perdu, est-ce que je peux le faire en visio? Alors, malheureusement, non. Pour cet atelier-là, alors il y a 2 ateliers qui ne peuvent se faire que en présence. Alors non, un seul atelier, c'est celui-là. L'atelier du jumeau perdu ne peut se faire que en présentiel. Par contre, Guillaume, ne t'inquiète pas, il va y avoir plein de dates pendant l'année. Là, alors 2020, le prochain atelier a lieu non, en 2021, pardon. Le prochain atelier en présentiel aura lieu le 30 janvier. Alors, de mémoire, je ne sais plus si c'est un vendredi ou un samedi, mais en tout cas, il y aura d'autres dates, ne t'inquiète pas. Donc ça, tu pourras bien sûr venir. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Merci Nadège, donc j'ai répondu, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, les stages en présentiel sont toujours les samedis? Non, pas forcément. Il y en a aussi parfois les vendredis. Donc ça, c'est... en fait, il faut regarder. Je vous invite à aller voir sur mon site www.lanaama.org, lanaama tout attaché, .org, pour voir les dates, les stages en Zoom et en présentiel. Et vous avez les dates jusqu'à maintenant, jusqu'au premier trimestre 2021. Voilà, donc non, c'est pas toujours les samedis. Donc regardez les dates en fonction de ce que vous souhaitez faire. De toute façon, on trouvera des dates pour satisfaire tout le monde, c'est sûr et certain, sur l'année. Bien, écoutez, a priori, vous n'avez plus de questions. Super. J'espère que donc on a terminé, on a 7 minutes d'avance. Si vous avez d'autres questions, je suis là avec grand plaisir pour y répondre. Je suis ravie que vous ayez été aussi nombreux, c'est génial. Alors, ce que je vais faire simplement peut-être pour ceux qui le souhaitent, si ça vous intéresse, c'est vous donner les 2 liens. Si quelqu'un les veut, je peux les donner. Voilà, en vous donnant, alors je ne sais pas, est-ce que vous allez voir? Voilà, je vous donne les 2 liens en question. Est-ce que vous voyez la réponse? Enfin, j'ai mis ça sur une réponse de Guillaume. Est-ce que vous voyez les 2 liens? De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous les aurez demain, soit pour prendre un rendez-vous de 15 minutes, soit pour commander votre pack réveil, selon ce que vous souhaitez faire. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors bien sûr, fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez décider de prendre
un pack ou un autre. Il y a plusieurs packs, vous verrez sur mon site et vous aurez également toutes les informations, sur le site pour ceux qui le souhaitent. Voilà, c'est pas forcément l'objet là ce soir. Alors, avec plaisir. Merci Nadège. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est bon, vous avez les liens. Génial. Merci Flo de m'avoir dit. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous et très probablement à très bientôt. Au revoir.